Hola Mianté! Épisode du vendredi. Aux États-Unis, Mianté, ce week-end sera le week-end de la fête des mères. Et je vous ai promis que durant tout ce mois de mai, je l'ai dit lundi, nous parlerons de celle qui m'a mise au monde et que j'appelle ma génitrice. Et je vous dirai pourquoi et comment elle a cessé d'être ma mère. Mianté, dans ces affaires, dans cette histoire, dans ces histoires, qui en fait font partie de l'histoire. Mon parti pris mienté ici, pour ceux qui me découvraient, c'est que l'histoire que je vous raconte est d'intérêt public. De toutes les manières, étant une écrivaine embarquée, je fais ce choix-là. Donc je ne fais pas ici de l'autofiction ou voilà. Je vous raconte une histoire que je pense est d'intérêt public. Non seulement parce qu'il y a des personnages qui sont publics au Cameroun, en Afrique et ailleurs, mais parce que ce que ces histoires disent est important. Cela dit beaucoup de cette dévalorisation de la vie africaine en elle-même. Donc, mon histoire. Aujourd'hui, Nianté, il faut que je commence par cette parole forte. Ah, dans les milieux d'argent, dans cette bourgeoisie-là, pour les milieux d'argent, aisés, disons dans les milieux aisés, au Cameroun ou ailleurs, moi je le dis toujours, il faut toujours revenir à cette phrase de Jean-François Bayard, en laquelle je crois, la banalité des sociétés africaines. Dans les milieux aisés, lorsqu'il n'y a pas d'éducation, ces milieux-là sont encore plus sauvages que les milieux d'en bas. Ils le sont plus, ils ne le sont pas moins. Parce que dans ces milieux-là, euh, il y a une sorte de laisser-aller. Il y a une misère intellectuelle qui reflète la misère d'en bas, dans les pays comme le Cameroun. Donc les gens qui regardent les gens d'en haut en disant mais c'est pas possible, voilà, et tout ça, et tout ça. Et vous remarquerez une chose, Miadé, il faut toujours, si vous lisez les commentaires sur les réseaux, je mets beaucoup de shorts, de vidéos, de courtes vidéos, des extraits de ce podcast sur les réseaux. Vous remarquerez qu'il y a des gens qui ne veulent absolument pas entendre ce que je dis parce que tellement ils sont focalisés sur l'argent ou sur le handicap. Même s'ils ne veulent pas, comment dire, le voir. Et je le disais, Mianté, pour vous dire que, je l'ai dit lundi, je ne suis pas certaine de l'avoir bien dit. Lorsqu'on devient handicapé dans ce milieu-là, à l'âge d'un mois, on a un poids énorme parce que on sent les choses. Hum, j'ai rencontré le père d'un enfant en situation de handicap en Belgique qui m'a dit cette phrase qui m'a permis d'expliquer les choses. Il m'a dit, Christelle, c'est pas tout le monde qui peut être le parent, ou même le frère ou la sœur d'un enfant handicapé. Une personne en situation de handicap, c'est pas possible. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et lorsqu'on est le parent d'un enfant handicapé, on a deux choix, on n'a pas 30. On en a deux. Soit on l'accepte, il est possible que ça se passe bien, soit on ne l'accepte pas, et là, il est impossible que ça se passe bien. Il est impossible que ça se passe bien. Et dans ma situation, mientée avec ma génitrice, elle n'a jamais accepté le handicap de cet enfant-là. Elle a eu du mal à appeler sa fille, tellement elle la voyait avec le regard des autres. Tellement elle la voyait avec le regard des autres. Pour véritablement parler de cette génitrice-là qui a un poids, pas parce qu'elle est, pas parce qu'elle est celle qui m'a mise au monde, mais dans ses affaires, si elle a un poids énorme. Je l'ai dit, elle a été la grande amie du cancre de macaque, dont elle joue un rôle ici central. Elle n'est pas n'importe qui, c'est pas une femme du village. C'est pas une de ces femmes-là qui va aller parler de son ventre en disant, voilà. Quand je le dis, Mianté, je ne fais pas ça pour taper inutilement sur les femmes de foot secteur. Non. Je pense qu'ici, malheureusement, euh, elles n'ont pas été à la hauteur, disons-je. Et même ma génitrice, qui n'est plus mariée avec Faute Victor,
n'a jamais été à la hauteur des enjeux. Mais c'est là encore on voit le problème que pose la polygamie. Lorsqu'on est un homme comme Fotso Victor et qu'on a toutes ces femmes-là, cet empire industriel-là, et qu'on a 6 enfants-là, il faut de l'éducation. Il faut des gens qui comprennent les enjeux. Il faut des gens qui sont capables de ne pas comme ça euh, céder à la soupe populaire. Et il faut des gens qui soient capables de la hauteur, de raffinement, de discernement, mienté, d'avoir un esprit de discernement et d'avoir un cœur intelligent comme René Calvin. Et dans le milieu dans lequel je suis né, malheureusement pour moi, ce n'était pas possible, il n'y en avait pas. Il y avait des gens comme ça qui regardaient la Photo Victor, qui pensaient déjà à l'après. Et pour ma génération, c'est dit, parce qu'elle était déjà combattue, oh mon Dieu, j'ai voilà ma croix sur cette terre. Cet enfant-là qui est en situation de handicap. Et hélas pour elle, Miaté, j'ai refusé. Alors que dans ce monde-là, encore plus que dans les milieux populaires africains et ailleurs, le handicap est votre destin. Je vais le redire. Dans ce monde-là, dans le monde des parents camerounais, des bobos, des riches, des bourgeois, des bobos, voilà, des bobos, dans le milieu très très aisé au Cameroun, le handicap est la destinée, c'est le destin. Quand tu es handicapé, c'est ton destin, c'est fini. Voilà. Tu dois être dire, oh là là, bon ok, je suis faute, je mangeais, je restais là, et ne pas te montrer, ne pas embarrasser les autres, parce que tu leur crois. Voilà. Tu dois la fermer. Tu dois avoir, comme me disait un commentaire sur Facebook, tu dois avoir pitié de toi-même. Tu dois pas la... Et moi, Mianté, peut-être parce que j'ai le nom de la mère de mon père, et peut-être parce que, je pense sans doute parce que j'ai toujours senti que mon père m'aimait. Je l'ai ramené. Donc, depuis toute petite, j'ai fait le choix d'être intelligente en me contredisant par la suite en disant que je n'avais pas d'autre choix à faire. Mais c'était quand même un choix. J'ai fait le choix, mienté, d'avoir du répondant. Tellement je sentais l'hostilité dans ce monde-là. Et je ne parle pas juste du foyer polygamique, je parle même de la maison de ma génitrice. Je parle même de sa famille à elle, de ses enfants à elle. J'ai senti l'hostilité. Mais pour vous le montrer, il faut que je vous raconte rapidement mon amputation. Et quand je le fais, il faut garder à l'esprit ce qui se passe maintenant. Je l'ai dit, les gens pensent que je le dis par égocentrisme. Le handicap ici est central dans ces affaires. Il explique pourquoi Fotso Victor meurt comme il meurt, alors que moi, Nianté, sa fille, en situation de handicap, qui est écrivaine, qui fait de temps à autre du droit, qui est membre du barreau de Washington DC, qui a longtemps été avocat étranger sur la liste des avocats étrangers du barreau de Bruxelles, a commencé à parler, a pondu des textes, a crié très fort, a alerté, a essayé de faire en sorte que cette famille-là, qui n'est pas une famille, fasse au moins le choix de faire que celui qui avait fait leur nom meure bien. Mais parce que c'était l'handicapé. Parce que c'était l'handicapé qui parlait. Et parce qu'il y avait le cancre de macaque qui était là et qui jouait dessus, qui jouait sur, vous savez, cette, ces préjugés populaires-là sur les handicapés. Ah non, ils sont méchants. Ah non, ils sont calculateurs. C'est un peu comme le bossu. Vous voyez, ceux qui ont vu le film du bossu, le bossu, avec Jean Marais, où Jean Marais, un bossu, fait comme ça. J'étais comme ça. J'avais une jambe. Mon handicap n'était pas léger, il était grave. Vous avez vu les photos, je vais la remettre là, la photo. Voilà. Il était là comme ça. Bon, mon amputation, mienté. Mon amputation n'a pas lieu il y a 20 ans. Il a eu faute sur Victor à la fin de sa vie. Mais lui et moi, on décide. Parce qu'il sent ma douleur, il sent que c'est un frein pour moi. Handicap grave.
jambe qui est comme ça, myélostose, qui est une maladie congénitale qui affecte les tissus. Donc, ces tissus sont, c'est une maladie, ce qui n'est pas, il n'y a pas de no cure, il n'y a pas de guérison possible. Voilà, il fallait couper, la jambe. Et quand je décide de m'y hâter, de me faire amputer, naïvement, je pense qu'il s'agit juste de couper ma jambe en fait. Et lorsque je vais à New York, à l'hôpital de Hospital of Special Surgeries à Manhattan. Il y a ce médecin très comme ça, je ne citerai pas son nom parce qu'il est un grand médecin, il est renommé, qui est très brutal avec moi et qui me dit, mais c'est trop tard. Et pourquoi est-ce que vos parents vous ont laissé comme ça? Parce que je viens à lui, j'ai plus de 30 ans. Il est scandalisé, il prend ma jambe, il fait comme ça, il me dit, vous n'avez pas de hanche. On ne peut pas juste couper. Quand vous allez utiliser une prothèse, ce sera compliqué. Il va falloir que vous voyez des psychologues parce que vous allez devoir bien réaliser que vos parents ne vous ont pas aidé. Il ne dit pas votre génitrice, il dit vos parents ne vous ont pas aidé. Donc, ce médecin qui est un orthopédiste dit vos parents ne vous ont pas aidé. Je ne comprends pas. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça à un enfant? Au XXe siècle, on ne fait plus ça. Même au XIXe siècle, on savait qu'on coupait. Donc, lui, il est scandalisé, miinté par le fait que j'ai vécu comme ça longtemps. Il est scandalisé par le fait que j'ai vécu plus de 30 ans avec une jambe comme ça. Et il est encore plus scandalisé quand il sait que la question n'a jamais été l'argent. Il est scandalisé par cela. Et il me regarde et me dit, mais comment vous faites en fait? Et pour moi, qui est-ce qui avait ce déni-là, avec ce poids-là? Parce que je l'ai raconté dans les mi-temps, le podcast en anglais. Euh, la seule personne euh, dans ce que les médias vont appeler la famille Futsu, qui a été toujours, qui a eu une empathie avec Crystal Nadia Futsu, qui a euh, toujours essayé de ressentir les choses comme elle lorsqu'il s'agissait du handicap, c'est Futsu Victor. Il n'y en a pas un autre. Je le redis. Dans ce que les médias, dans ce que vous allez appeler la famille Futsu, la seule personne qui a toujours essayé de se mettre à la place de Crystal Nadia Futsu, autant qu'il le pouvait, lui, qui avait tous ces enfants-là, toutes ces femmes-là, qui avait toutes ces charges-là, qui avait tous ces... qui devait gérer cet empire-là, en étant analphabète, en ne sachant ni lire ni écrire. C'était Futsu Victor. Qui voyait son enfant là, qui sait d'imaginer, qui essayait. Il n'était pas parfait, mais il essayait lui. C'est la seule personne. Personne d'autre l'a fait. Ma génitrice a 5 enfants. Je suis sa première fille. Donc il y a un aîné qui est là. J'ai 3 cadets. Voilà. Personne. Même pas ses frères et ses sœurs à elle, quoi. Même pas dans sa famille maternelle. Personne. Personne n'a jamais vu, oh là là, mais comment elle fait? Non, 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 non. Je l'ai raconté dans l'épisode de Écrivain embarqué, en disant que j'étais l'enfant malade. Voilà. J'étais ouh, ah, ouh, ouh, ouh. Et on voyait toujours tout ça par rapport à la succession de fautes sur Victor, par rapport à l'avenir, par rapport... Donc, les femmes se positionnaient, on disait, ouh, c'est là cet enfant-là, ouh, ah, la honte, la malédiction, la sorcellerie, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, voilà, voilà. Donc, je venais comme ça, agression. On ne m'a jamais vu comme un enfant normal, comme une personne normale, que devrais-je dire? Jamais. Jamais. On n'a jamais dit non, c'est notre sœur, non, c'est comme ça, non, jamais. Jamais, 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 jamais. Ma génitrice, non. Ah, c'est mon poids sur cette terre. Ah, pourquoi elle ne s'était pas? Ah, pourquoi elle parle? Pourquoi elle pense qu'elle sait? Jamais elle allait dire que non, mais elle est cultivée. Mais chaque fois, Nianté, euh, de l'école du centre à American University, chaque fois qu'on disait à ma génitrice que j'étais brillante, que j'écrivais de la poésie, que j'écrivais bien, voilà, que j'avais des qualités, ça la gênait. Parce que ça lui enlevait le droit de se plaindre et de dire, regardez l'enfant là, ah mon Dieu, ah là là, oh ceci et cela. Même maintenant, c'est ce qu'elle fait. Et c'est ce qu'elle a continué à faire quand Futsu Victor était en fin de vie et que je me battais comme une jeune pour le sauver. Et qu'elle, elle était de l'autre côté pour gâter ce que je faisais. En utilisant le fait qu'elle était ma génitrice et que milieu africain, et même dans les autres milieux. Lorsque
celle qui est considérée comme la mère de l'enfant, dit des choses les plus abominables sur sa fille en situation de handicap. Ça dégoûte. Il y a des lettres qui sont là, hein. C'est pas des choses que je dis comme ça en l'air. Ça fait partie, pour parler en anglais, of the public record. C'est là. Et ça a eu un effet euh, déterminant. Personne n'avait aucune empathie pour moi, à part mon père, à part mon fils. Personne. Personne. Genre c'était, mais elle se plaint de quoi? Elle m'a pas quand même donné de l'argent pour qu'elle fasse ceci. Donc, tout argent que mon père pouvait donner pour moi, on trouvait qu'il me donnait trop. Ah non, est-ce qu'il faut même... Ça lui sert à quoi? Ah non, pourquoi? Mais pourquoi? Vous savez, vous, ceux parmi vous qui avez des enfants en situation de handicap, imaginez cela. Ceux parmi vous qui partagent avec moi ce handicap, imaginez cela. Hop, 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 hop. Même ma génitrice. Donc quand il donnait même, il fallait qu'elle rééquilibre avec ses autres enfants. Parce que pas, j'étais l'enfant malade son pied est cassé. On va faire quoi? Voilà. Quand un enfant comme celui-là qu'on pense qu'il ne va jamais rien faire et qui a réussi à faire quelque chose, ouh, c'est un problème. Et ouh, il dérange. Même à mon âge, même avec mon parcours, même avec mon éducation, il y avait cette phrase-là, elle dérange, elle est têtue, elle dérange. C'est que je ne pouvais pas être l'enfant qui savait de quoi elle parlait. Je dérangeais. Parce que l'handicapé, elle peut faire quoi en fait? Elle peut savoir quoi? Les diplômes là annoncent l'argent de son père. Il y a l'argent de Fotso Victor n'a pas permis à 98,9, je suis gentil, de ses enfants d'avoir de l'éducation, hein. Mais avec moi, on disait c'est l'argent de son père. Ah non, c'est l'argent. Ah non, il y a même des commentaires qui disent que non, mais c'est notre argent. Ceux qui veulent penser que Fotso Victor, c'est l'État du Cameroun qui l'a fait, c'est notre argent. Il n'y a pas d'autre. Ah, c'est votre argent, mais pourquoi les autres n'ont pas fait? C'est incroyable, quoi. Voilà. Donc, Mignonté, cela joue un rôle très, 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 très important. Pour moi, j'étais là, je parlais, et handicap, mon amputation. Ce médecin me dit, mais c'est foutu. Il faut vivre comme ça parce que là, il vous faut au moins 12 opérations pour essayer de pouvoir mettre une prothèse que on n'est même pas sûr que vous allez pouvoir véritablement utiliser parce que vous n'avez pas de hanche. Et même si vous arrivez à le faire, mais d'abord la douleur physique sera incroyable, mais psychologiquement, psychiquement, mentalement, je ne vois pas comment vous allez vous en sortir parce qu'on doit vous parler de votre famille, de vos parents, des autres et du fait que cruellement, parce que pour moi c'est de la cruauté, ils vous ont laissé grandir comme ça, ils vous ont laissé vivre comme ça. Et quand vous venez ici, Christelle, Nadia Fotsou, vous venez seule. Il n'y a personne pour vous accompagner. Qui va vous accompagner durant tout ce... Ça va prendre au moins 2 ans. Qui va vous accompagner? Je vous vois la seule. Moi, je vous recommande de ne pas le faire parce que si vous le faites, vous allez bousiller la vie que vous avez. C'était les affirmations de ce grand orthopédiste de l'hôpital, de Hospital of Special Surgeries à New York. Il me disait, mais non, ce handicap-là, quand on voit quelqu'un comme vous, à cet âge-là, avec cela, la première chose qu'on se dit, c'est qu'elle vient d'un milieu cruel, qui n'a jamais eu aucune empathie pour elle, qui ne la considère pas. Sinon, on ne l'aurait jamais laissée grandir comme ça. Si on avait pensé à elle en tant que personne, en tant que femme, en se disant, mais quelle vie elle peut véritablement avoir, on ne l'aurait jamais laissée grandir comme ça. Ce que je dois vous dire, Christelle Nadia Fotsou, quand je vous vois, c'est qu'en fait, vous étiez juste la personne comme ça, la personne gratuite. J'étais comme le pot de fer de décoration. Ce que j'ai fini par devenir pour ma génitrice, c'était un peu euh, le faire valoir. Elle pouvait dire, ah, elle est intelligente quand même. Vous avez donc, si Christelle Nadia, mon enfant en situation de handicap, ce machin là en situation de handicap, qui dérange, qui parle comme ça, hein, qui est difficile, qui est compliqué, elle est bizarre. Si elle a pas les diplômes là, imaginez les autres.
Je servais juste à ça. Je servais juste à ça. Donc, Mianté, je commence mon long chemin pour essayer de marcher avec autre chose que des béquilles par une opération qui fait plus de 16 heures à Columbia Presbyterian Hospital. C'est le campus de Columbia University à New York. Il fait plus de 16 heures. Et je suis seule. Seule. Avec mon papa américain qui est un professeur d'espagnol que j'ai connu à The Master School. Il était là avec son épouse. Mais il n'y avait aucun photo. Mon père m'avait dit, Christelle, je peux pas être là. Je peux pas être là. Je peux pas être là. Et puis il savait, c'est que tu sais, si je viens, ça attire tout ce monde-là. Je l'ai dit que toutes ces fois-là, je viens avec trop de boucan, trop de mauvaises choses. Ça ne peut pas t'aider, ça va plutôt te déranger. Donc il vaut mieux que je reste loin. Mais au moins lui m'y a dit. Quand je l'appelle après, je sens l'inquiétude dans sa voix. Mais m'y a dit aussi, quand mon père était capable de me laisser faire quelque chose comme cela, seul, je ne pouvais véritablement que le faire parce que je sentais qu'il avait confiance en moi. Et je me disais, si Fotso me laisse faire ça seul, ça veut dire qu'il sait que je vais réussir, qu'il sait que je peux, et qu'il a une confiance absolue en moi, et qu'il croit en ma force, qu'il sait que je peux faire ça. Donc, 16 heures d'opération miintée. La jambe est dans un état, mais voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Euh, la personne qui m'opère est un pédiatre. Vous comprenez l'histoire, pédiatre, médecin pour enfants, sud-coréen. Et qui me voit et me dit, vu ce que vous avez réussi à faire, Christelle, je vais essayer. Mais je ne suis pas sûre qu'en essayant de vous créer une hanche de manière artificielle, qu'on ne va pas tout devoir couper. Je le rencontre une seule fois. Mais parce qu'il est le seul qui ose, qui accepte de prendre le risque, je lui fais confiance. Ceux qui ont été parmi vous opérer aux États-Unis, ça comment ça se passe, il faut tout payer à l'avance, il faut faire cela, on prend un passe montant, il faut payer l'anesthésiste, et c'est pas une facture, c'est différentes factures. Donc moi, Missianté, je gère cela. C'est pas une question d'argent, là, c'est une question vraiment d'humanité. Voilà, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Seul. Je gère ça seul. Et j'ai même fait le choix Missianté parce que je ne voulais pas avoir à me poser la question, mais pourquoi ma génitrice n'est pas là, que je ne lui ai même pas dit. Je me suis dit de toutes les manières, elle sera contente avec le résultat. Je pensais encore, à cette époque-là, que en réparant ma jambe, en ayant l'air moins handicapé, ça pourrait faire en sorte que ma génitrice soit moins un prédateur pour moi. Qu'elle ait moins comme ça ce sentiment qu'elle doit me détruire, qu'elle doit manger sur moi, qu'elle doit toujours y équilibrer pour ses autres enfants. Moi, je me disais que ça allait réparer ça. C'était naïf de ma part. Donc on fait cela. Très compliqué, je vous passe les détails. Je vous raconterai peut-être tout cela, je ne suis pas sûre, si cela vous intéresse. Pourquoi est-ce que cela c'est important? Cela vous montre, Mianté, non seulement la génitrice que j'ai, mais l'environnement dans lequel Fotso finit sa vie, dans lequel je dois revenir, parce que j'essaie de le protéger, parce que je vis ce moment-là de mon amputation. Et vous comprenez, Mianté, que ici, ce handicap-là rassemble toutes les frustrations, toutes les haines, toutes les aigreurs. Et je défends des choses. Et je m'attaque à ceux qui ont pourri la vieillesse de Fotso Victor. Je ne le fais pas mignonner pour venir à Banjul, au Cameroun ou ailleurs prendre leur place. Je le fais parce que je pense à Fotso Victor qui a toujours pensé à moi, qui a toujours été capable, mignonner, de se mettre à ma place. Je ne dis pas qu'il était parfait, mais je dis que lui,
Il a été véritablement un papa. Et qu'en sachant que je n'avais pas de mère, Niente, il a essayé de jouer ce rôle-là. Il a essayé de jouer ce rôle-là. Et je vais terminer cet épisode par vous reparler de ma génitrice. Quand, après mon amputation, j'ai cette conversation avec mon père, et il sent bien que ça ne passe pas. Et il sent bien que je suis déçue par le fait que ma génitrice n'arrive. Je reste pour elle l'enfant handicapé. L'enfant qui doit absolument, quoi qu'il arrive, parce que c'est le rôle que je joue. Je ne peux pas me sortir de là. Si je suis là, c'est là. Qui doit être un poids pour elle, qui doit déranger. Voilà, parce que voilà, c'est déjà fait quelque part. Elle a déjà choisi son camp là. Tout c'est déjà acté. Et ils sentent que pour moi c'est lourd. Et ils sentent que je ne comprends même pas ce qui se passe parce que lui il sait. Voilà, il est l'esclave, je l'ai dit que. Donc il sait ce qu'il sait. Voilà, il ne peut pas me dire beaucoup de choses, mais il donne l'information avec son langage à lui, et il sait que je comprendrai plus tard. On a la conversation. Et quand je lui pose la question, lui me dit, tu sais, il y a des femmes qui ne peuvent pas accepter d'avoir un enfant handicapé. Il y a des femmes abandonnées ailleurs qui ne peuvent pas accepter d'avoir un enfant handicapé, qui disent, moi, si je mets un enfant comme ça, je jette. Il y a des femmes qui disent ça. Il dit, moi, je n'ai jamais eu honte de dire que tu étais ma fille. Je n'ai jamais eu honte de dire que tu étais ma fille. Elle, son problème, c'est ça. Et si son problème, c'est pas le tien, c'est elle, elle est comme ça. Tu vas devoir l'accepter. Elle est comme ça. Il m'a dit ton problème actuel, c'est que, vu comment elle te voit, lorsque les autres vont s'en rendre compte, ils vont utiliser ça contre toi. Donc il faut essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas. Mais, niente, je n'ai jamais réussi à, comment dire, à jouer le jeu, à faire semblant, à ne pas voir ça, à faire que ça me fasse pas mal. Je n'ai jamais niente pu, lorsqu'elle me poignardait dans le dos, lorsqu'elle prenait le parti des autres, puis faire comme si ce n'était pas une blessure profonde, une déception. J'ai jamais pu le faire. Et lorsque je vois, lorsque je parle plutôt avec Fotsola, notre dernière conversation, cela seul, il me dit, c'est la conclusion, tu es seul. Tu es seul. Tu vas devoir réussir seul. Personne, même pas celle qui t'a mise au monde et ses enfants, ne va t'aider. Tu vas devoir te battre seul et réussir contre tout ce monde-là. Merci d'avoir regardé l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite, Mienté. On reste ensemble.